Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 7 juillet 2023. Très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire. 7 juillet, là, on va être en vacances. C'est le dernier podcast avant les vacances. On va être en vacances pour les 2 prochaines semaines. Donc, on a un podcast cette semaine, Cachemire. Et après ça, on prend une pause 2 semaines. Après ça, on revient la dernière de juillet. Puis on repart pour le deuxième semestre, deuxième partie 2023. Beaucoup d'actualités. Est-ce que les marchés boursiers freinent? Là, on le voit clairement depuis le début du mois de juillet. Deuxième semestre, on a eu quand même des très bons résultats à la bourse. Surprenant, hein? On pensait que tout ça allait s'écraser. C'était très négatif. Nasdaq, plus quoi? Plus 30%, plus que 30% même. Et S&P 500, quoi? 15-16%. Bourse de Toronto a bien fait malgré tout. Le Dow, un petit peu moins, mais quand même. Donc, est-ce qu'on va être capable de faire ça? Deuxième partie, je regardais les analystes. Là, il y a beaucoup de prévisionnistes des grandes banques. Ça va de tout au tout. Là. Il y a du S&P 500 4900 à la fin de 2023, puis il y en a 4200, 4100. Donc, c'est pas clair. Les signaux ne sont pas clairs. Il y en a qui parlent quand même d'une bonne drop aussi des marchés. Alors, écoutez, on avait ça aussi en début janvier. Souvenez-vous, là, début janvier, il y avait beaucoup de négativisme, beaucoup de gens négatifs sur les marchés boursiers. Et pourtant, ça a bien été. Oui, il y a eu des faillites de banques à travers tout ça. Donc, on a eu les stress tests aussi la semaine dernière là, sur les banques américaines. Là, on a des nouveaux dividendes annoncés. On va racheter des actions. Donc, le marché, les grandes banques américaines demeurent solides, entre guillemets. C'est plus les banques régionales. Mais pour le reste, il y a beaucoup d'endettement. Quand même, l'économie, on le voit, l'économie américaine continue à créer des emplois. Donc, ça, c'est surprenant, mais je pense que les taux d'intérêt vont monter encore. Donc, les banques centrales se donnent quand même des munitions pour éventuellement les redescendre, éventuellement aussi. Donc, vous voyez, là, c'est là qu'on est. Le loyer de l'argent, ça va coûter plus cher. Les obligataires, les revenus obligataires par le fait même sont meilleurs. Donc, on est là. Je regarde un peu l'économie canadienne, québécoise en tout ça. Là, c'est l'été. Les gens en vacances, ça claque. La majorité des Québécois vont rester au Québec. Là. Donc, il y en a beaucoup qui dépensent ici. Donc, évidemment, ça va avoir peut-être un impact sur l'inflation. On est à 3,4 % l'inflation. Je pense qu'on pourrait peut-être remonter à 3,5, 4, peut-être 4 %. Mais à partir là, de l'automne, on va le voir, là, ceux qui dansent pas. Donc, c'est peut-être plus à l'automne qu'on va avoir les répercussions de toutes ces hausses de taux-là consécutives. Hein? Des fois, c'est entre 12 et 18 mois avant que ça commence à faire effet. Donc, ça va être à suivre. L'infolette financière, là, j'ai un nouveau forfait, 4 $ par mois. Ceux qui veulent s'abonner, 4 $ par mois, vous recevez une fois par mois une analyse de titres boursiers. Si vous êtes abonné à 8 $ par mois ou à 80 $ par année, c'est à chaque semaine que je vous envoie une infolette financière avec des titres boursiers, entre autres, beaucoup d'informations. Et c'est très, très épuré, là, une mise en page très clean, d'ailleurs, beaucoup de félicitations de la part des gens abonnés. Ils aiment le format, ils aiment ça, recevoir ça. Et dans les infolettes financières, là, je suis un des moins chers. Je regardais, là, il y a des infolettes à 80 $ pour 3 mois. Certains grands médias américains, évidemment. Donc, c'est un bon deal, je pense. Puis, ça permet aussi pour le podcast Cachemire de continuer à vous donner du contenu gratuit parce que tout est gratuit sur nos plateformes. Vous allez sur cachemireplus.com, tout est gratuit là aussi. À un moment donné, il faut générer des revenus. Il y a 2 façons. C'est par l'infolette financière puis par les annonceurs dans le podcast, la communauté Cachemire. Donc, l'infolette financière, ceux qui veulent s'abonner, là, il y a un nouveau forfait 4 $ par mois. Allez sur cachemireplus.com, vous allez sur infolette financière et vous avez tout ça là pour vous abonner. Les annonceurs qui veulent embarquer à l'automne, il y a de la place, il reste une place, mais là, en tout cas, on va voir. Ça commence à jouer du coude. Alors, communiquez avec nous, ça vous tente d'embarquer. Il y a possibilité, là, je regardais, j'ai travaillé quand même avec pas mal de monde qui reviennent d'ailleurs, des firmes, soit de comptables ou des firmes. Si vous avez des services à offrir, là, on peut avoir des forfaits avec des entrevues. On fait découvrir quand même
vos produits, surtout vos services, dans des podcasts et ça fait en sorte que vous rayonnez ces plateformes, que vous êtes capable d'avoir du contenu par la suite pour envoyer à vos futurs prospects. Mais on génère des leads, là. Les annonceurs reviennent, donc ça marche, la pub dans le podcast Cachemire. Nos annonceurs cette semaine, Mireille Rondy, Assurance Invalidité, était avec nous la semaine dernière. Mireille, on a jasé de tout ce qui est assurance, partnership. Vous êtes en affaires, les assurances, c'est important, s'il arrive de quoi. Invalidité aussi, assurance vie. Bien, MireilleRondy.com, vous communiquez avec Mireille, puis elle va vous organiser, elle va vous sortir des prix, puis elle va vous analyser tout ça. L'invalidité, c'est important. Hein? Souvent, on est mal assuré, il arrive de quoi? Vous perdez 100% de votre salaire. Ça prend de l'argent de côté. Il y en a qui n'ont pas ce coussin-là. Une assurance invalidité, ça peut commencer autour de 50, 60, 70 $ par mois, et ça peut vous permettre justement d'avoir une espèce de protection s'il arrive de quoi, un coup dur. Donc, Mireille Rondy est avec nous. Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vos placements éparpillés, vos placements, là, justement, c'est pas trop où on s'en va avec ça. Frédéric Turcotte, on a une entente avec Cachemire. Il va analyser votre portefeuille et c'est gratuitement. Là, vous communiquez avec frédéricturcotte.com, soit par Zoom, soit par téléphone. Et il va... vous allez sur son site, frédéricturcotte.com, déposer vos coordonnées. Et il va vous rappeler, il va analyser votre portefeuille gratuitement. Si vous avez des comptes d'entreprise aussi, il fait aussi du placement pour les entreprises. Bien, souvent, c'est le marché monétaire. Vous pouvez revoir rapidement votre argent, là, ce n'est pas un problème. Et ça quoi? On est à 3, on a 4% à peu près dans le monétaire actuellement. Donc, frédéricturcotte.com. Également, ProStar SEO. On avait Éric Saint-Cyr, le président de ProStar SEO, la semaine dernière. Allez écouter le podcast. On jasait des erreurs que les compagnies font en ligne. ProStar SEO, ils vont vous positionner, eux, dans Google quand les premières compagnies qui apparaissent selon les produits et services que vous avez à offrir à vos clients, bien, ils vont vous faire monter là, dans les référencements Google et ça fait en sorte que le SEO, bien, ça optimise vos contenus en ligne puis ça fait en sorte que vous sortez les premiers dans vos catégories. ProStarSEO.com est avec nous aussi cette semaine. Les sujets, l'économie, vous avez vu, là, l'emploi aux États-Unis, c'est incroyable. Ça ne veut pas mourir. On a pas quasiment 500 000 emplois créés en un mois, le mois dernier. Donc, ça donne des munitions à la Fed, évidemment. L'immobilier, les délais de vente s'allongent au Québec. On va jaser du marché immobilier. Toute la guerre méta, là, Facebook contre Twitter, un nouveau réseau social. C'est vraiment, la guerre est déclarée entre ces deux-là. Crypto, le patron de BlackRock vante le Bitcoin, incroyable. Déclaration d'amour, puis on va jaser aussi des titres boursiers les plus transigés à la bourse. Deuxième partie, on est en reprise. On a des invités qui étaient très bons et j'ai décidé de vous remettre des entrevues qu'on a faites, notamment avec Frédéric Turcotte. On jase de Tesla et les 7 P de l'investissement. Toujours intéressant de jaser avec Frédéric parce qu'il y a un background, mais très écouté aussi. Et on va jaser de Tesla et de les 7 P de l'investissement également. Pierre Graff, du regroupement des jeunes chambres de commerce, prendre soin de nos entrepreneurs. Lui a fait le tour du Québec et arrive d'une tournée. Le moral des troupes, des entrepreneurs. Il va falloir prendre soin de nos entrepreneurs parce que c'est des créateurs de richesse. Et si on n'en prend pas soin, bien, ces gens-là peuvent à un moment donné s'écœurer, vendre l'entreprise. Puis là, on le voit, là, il y a beaucoup d'entreprises à vendre. On est dans un point tournant. On est dans un point tournant au Québec. Beaucoup d'entreprises, des entrepreneurs qui veulent prendre leur retraite. Il n'y a pas de repreneurs, donc il faut être créatif. Fait qu'on va jaser aussi de tout ce qui est entrepreneuriat, mais également tout ce qui est les repreneurs, là, tout ce qu'on est en train de céder là, tranquillement. Là. Il y a une nouvelle génération qui arrive, puis il manque de bras, donc il y a des entreprises, on peut céder, il y a des façons de faire, il faut procéder 2-3 ans d'avance. On peut céder l'entreprise en forme coopérative, on peut céder l'entreprise aux employés qui sont là, il y a plein de façons de faire, donc on va jaser de ça avec Pierre Graff également. Alors, bonne écoute! L'économie refuse de baisser les bras. Les chiffres cette semaine de l'emploi aux États-Unis, clairement, l'économie américaine
Et l'économie canadienne, on a vu des chiffres aussi très significatifs au Canada également, l'économie au premier trimestre. Là, ben, c'est les Américains, l'économie américaine qui refuse de baisser les bras devant les hausses de taux de la Banque centrale, la Fed. Et là, encore eu des chiffres cette semaine. On attendait 220 000 créations d'emplois pour le mois de juin aux États-Unis. Finalement, on dit qu'on en a créé tout près de 500 000. Donc là, ça confirme aussi que l'économie carbure pleinement et ça donne aussi des munitions au grand patron de la Fed, Jérôme Powell, pour continuer à augmenter les taux d'intérêt, le taux directeur. Donc là, vous voyez dans quelle spirale, et c'est pour ça que les marchés boursiers réagissent très défavorablement au cours de la deuxième semestre. Depuis le début du mois de juillet, on est tombé dans le deuxième semestre à la bourse. Premier semestre quand même assez exceptionnel, 16% d'avancée pour le S&P 500. Et je pense que le Nasdaq, c'est plus de 30%. Vous avez vu les chiffres. Et là, est-ce que tout ça est soutenable dans le contexte où, vous voyez, l'économie américaine carbure, fait le plein d'emplois, donc les entreprises embauchent, il y a de l'embauche, il y a, pour les travailleurs, il y a des conditions jamais vues pour... Si on regarde un peu là, ce qu'il y avait par le passé, les travailleurs ont encore le gros bout du bâton. Et ça va être comme ça, je pense, encore pour plusieurs années. Alors, c'est tout dépendant, évidemment, là, si on veut vraiment provoquer une récession aux États-Unis, les analystes disent que ça pourrait être reporté à 2024. Il y en a certains qui parlent de 2023 avec des hausses de taux. Donc, c'est vraiment le chaud, le froid actuellement. Est-ce qu'on continue à monter les taux pour vraiment faire mal à l'économie américaine? Parce que là, on le voit, l'inflation diminue. Au Canada, 3,4 %. On pensait qu'on allait être collé à 5 à 6 encore pour un bout. 3,4 %, pensez-y, on parlait de ça il y a peut-être 6 mois, qu'on serait à 3 % cet été. Les gens n'y croyaient pas. Mais on est à ça là, actuellement au Canada, 3,4 %. Et là, ça alimente tant du côté des États-Unis, du côté du Canada aussi. La semaine prochaine, la Banque centrale du Canada, la Banque du Canada va faire connaître sa décision. On dit il y a beaucoup de si et de ré, là, on aurait beaucoup de munitions là, pour augmenter encore une fois le taux directeur. Donc, on est à 4,75, on passerait à 5 % au Canada. Donc, est-ce que c'est là qu'on se dirige? Certains économistes, prévisionnistes, stratèges pensent que oui. Il faut vraiment battre le fer pendant qu'il est chaud, c'est-à-dire, là, actuellement, l'inflation est à 3,4, elle était à 4,4 le mois précédent, là, on est à 3,4. Et l'autre chose, c'est que là, c'est l'été. Hein? N'oubliez pas, les gens sont en vacances, on dépense. Donc, l'inflation pourrait remonter à 3,5, 4 %. Et c'est ce qu'on veut éviter, évidemment, que ça reparte vers le haut, que ça ne soit pas arrêtable. Donc, vous voyez, là, on regarde aussi au niveau des salaires. Regardez ce qui se négocie actuellement, des espèces de conventions records, des hausses de salaire assez importantes. Donc, ça aussi, ça va jouer dans l'équation de l'inflation. Donc, clairement, les entreprises embauchent, les entreprises carburent. Vous voyez, hein, on voyait le nombre de postes vacants au Québec, plus de 200 000 postes vacants, 188 000, je regardais vite, là. Près de 200 000 postes vacants, toujours disponibles, des postes qui sont disponibles pour les entreprises. Donc, on cherche des travailleurs, tout ça a un impact. Mais clairement, les banques centrales n'ont pas dit leur dernier mot, donc ça sera à suivre. Mais création d'emplois très forte aux États-Unis. Canada, on avait eu les chiffres, on avait eu des pertes d'emplois, mais tout ça lié évidemment structurel mois de mai. Et là, juin, c'est la période d'embauche. Regardez autour de vous, les jeunes travaillent, tout le monde a un boulot. Donc, ça devrait faire en sorte que le nombre d'emplois créés pour le mois de juin, on va voir les chiffres prochainement, là. Mais ça va donner, j'imagine, un autre coup, là. Donc, ça sera à suivre, évidemment. Mais l'économie refuse de mourir, elle n'a rien à foutre des hausses de taux de la Fed ou de la Banque du Canada. Donc, à suivre au cours des prochains mois, mais chose certaine, les employeurs embauchent. On va jaser d'immobilier. On a eu les chiffres de vente, puis tout ce
statistiques là, du marché immobilier résidentiel pour le mois de juin au Québec, région de Québec et également région de Montréal. Beaucoup de statistiques. Là, je regarde, les délais de vente commencent à s'allonger un petit peu. C'est pas dramatique, mais quand même, c'est beaucoup moins actif. Je vous dirais, oui, depuis un an, là, les hausses de taux ont fait beaucoup breaker les acheteurs. Il y a moins d'acheteurs qui sont prêts, disposés à acheter une maison, mais ceux qui le sont, voyez-vous, là, les chiffres du mois de juin 2023 ressemblent beaucoup aux chiffres qu'on avait avant pandémie. Donc, on n'a pas de grande baisse. Là, je regardais la région de Montréal, c'est les ventes totales en baisse de 10 %. Région de Québec, c'est en baisse de 2 %. Les prix, région de Montréal, là, ça a baissé un petit peu. À peu près quoi, là, je vous dirais, dans l'unifamilial, c'est à peu près 4 % sur les prix de baisse. Puis dans le condo, c'est moins 5 %. Puis dans la région de Québec, là, c'est quasiment une augmentation d'1 à 2 %. Donc, vous voyez. Mais on voit les délais de vente. Région de Québec, maison unifamiliale, on est à près de 2 mois de vente. Et région de Montréal, là, je regardais unifamiliale, c'est 45 jours. Et un condo, ça se vend quasiment en 33 jours. Là. C'est assez rapide quand même. Ça se vendait beaucoup plus vite l'an passé. Évidemment, il y avait des taux d'intérêt. On avait des hypothèques à 1, 1,5, 2 %. Là, on est à 5, 4,5, 5, 6 %, 7 % dans certains cas. Ça a changé. Là. Les coûts d'emprunt ont explosé. Donc, évidemment, ça a un impact dans le marché. Mais ce qui est intéressant aussi, je regarde un peu les répartitions des ventes. Quand votre maison est affichée au bon prix, là, le délai de vente est beaucoup plus court. Je regardais quand c'est actuellement là, 70 % du marché. Quand on regarde un peu les données de janvier à avril, 70 % des ventes, c'est les prix des maisons quand on est demandé, quand on est capable de négocier en haut de 5 % puis en bas de 5 %. Ça, c'est le juste prix. C'est assez rapide, hein? On dit quoi? 47 jours à peu près, là, prix demandé. Donc, quand on va en surenchère, évidemment, là, ça peut aller vite. On dit que c'est 16 jours. Donc, c'est plus que 5 % que la transaction se termine, se close, comme on dit. Le prix de vente, quand il se ferme, où il y a une vente à 5 % plus que le prix demandé, on parle quand même d'une surenchère. Donc, c'est 16 jours, vous voyez. Ça, c'est à peu près 11 % des transactions. C'était la moitié environ des transactions l'an passé à pareille date qui se closaient ou qui se terminaient par un processus de surenchère. Et à la baisse, évidemment, si vous avez mis votre maison trop chère, puis là, vous êtes obligé de la rebaisser, c'est 88 jours de délai de vente. Donc, c'est beaucoup plus long. Et c'est à peu près, là, on dit 21 % du marché actuellement. Donc, des maisons qui sont mal évaluées. C'est pour ça que des fois, votre courtier va vous dire, ben écoute, parlant à un prix un petit peu plus bas, mais on va avoir peut-être plus de monde dans le marché que d'y aller trop haut puis d'être pogné pour, comme on dit, brûler la maison. On est pris pour redescendre le prix. Donc, vous voyez, là, c'est des statistiques intéressantes que je vous partage. Donc, clairement, les surenchères, il y en a beaucoup moins cette année. Mais quand votre maison est au juste prix, ben, c'est à peu près 70 % du marché. Je regardais au Québec, là, c'est à peu près un délai de 47 jours. Je vous ai donné des statistiques pour la région de Québec, la région de Montréal, là, mais au Québec au complet. Mais quand votre maison est partie trop gros, prix trop élevé, vous l'avez mal parti, mauvais jugement peut-être soit de l'acheteur ou du vendeur ou peut-être de l'agent d'immeuble, ben, c'est 88 jours de délai de vente. Et quand on va en surenchère, ben ça va. Vous le savez assez vite, habituellement, quand votre maison est intéressante. Là. C'est pas long qu'on le sait et il y a des acheteurs qui se pointent. Surenchère, c'est 16 jours. Donc, région de Québec, je regarde les prix médians. Prix médian d'une unifamiliale, 350 000 au mois de juin. C'était 348 250. Donc, une petite variation. Tu vois que ça remonte un peu. Le marché de Québec est très serré. Il n'y a pas beaucoup d'inventaire, là. On est en hausse. Les nombres d'inscriptions, il y a 2832 produits disponibles. Il y en avait 5000 avant la pandémie. Là, on est à 2832. C'est un petit peu plus que l'an passé. On était à 2382, mais quand même, c'est assez serré. Et dans le condo, 245 000, le prix médian, c'était 239 900. Donc, c'est une hausse de 2 % Vous voyez là, qu'il y a peut-être des gens qui cherchaient une maison et qui ont décidé d'aller vers la copropriété aussi. Il y a ça. Région de Montréal, 550 000 le prix médian.
d'une résidence unifamiliale. Le condo, 390 000, on est en baisse de 5 %, ça se vendait 410 000 en médiane. La maison unifamiliale a baissé de 4 %, 570 000. Là, on est à 550 000. Donc, vous voyez, là, un an après les hausses de taux, puis des hausses assez costaudes, le marché est quand même bon. Les prix se maintiennent quand même, là. Oui, il y a moins de transactions. Je regarde de 10 % moins de transactions. Région de Montréal, mois de juin, région de Québec, c'est moins 2 %. Donc, vous voyez, là, les inventaires, ça joue aussi. Région de Montréal, il y a 32 % plus de maisons à vendre cette année, au mois de juin, que l'an passé. Donc, ça aussi, il y a un bassin plus important. Bien, vous le voyez, si le prix est bien affiché, habituellement, c'est pas long. On est capable de, en dedans de 2 mois, vendre sa maison, grosso modo, là. Évidemment, si on va en surenchère, là, ça peut être quoi? C'est un délai de 15 jours à peu près. Donc, ça va assez vite, là. Et quand votre maison est mal affichée, mal prise, mal négociée, en partant au départ, bien, ça fait en sorte qu'on a quasiment des délais de 3 mois. Donc, le temps qu'on se revire de bord, qu'on réalise que notre maison, personne qui vient, on l'a mis trop élevé, on a peut-être mal fait le home staging ou ça, on a peut-être mal vendu le produit. Donc, c'est un peu ça qui se passe dans l'immobilier. Et là, évidemment, chaque hausse de taux directeur a un impact. On a eu une hausse en juin. Est-ce qu'on va avoir une hausse la semaine prochaine? Ça aussi, ça peut avoir un autre impact, un autre coût. Et éventuellement, des baisses de taux, bien, ça va redonner du gaz dans le marché. Chose certaine, le marché ne s'écrase pas, là, comme on avait des prévisionnistes qui nous voyaient des baisses de prix de quoi 15-20 %. Oui, c'est vrai que par rapport au pic à 2022, il y a eu des pics, là, mais année sur année, là, il n'y a pas d'écrasement de prix. Donc, l'hécatombe n'a pas lieu. Donc, ça sera à suivre, marché immobilier. On en parle souvent dans le podcast. J'adore l'immobilier. Donc, pour le mois de... Là, c'est sûr qu'on tombe juillet, août, c'est plus tranquille, septembre. C'est peut-être là qu'on va peut-être voir des balancements. Mais quand même, il y a des acheteurs disponibles. Il y a beaucoup d'acheteurs qui attendent sur les lignes de côté. Ça sera à suivre, évidemment, au cours des prochains mois. C'est la guerre entre Meta, Facebook et Twitter. Zuckerberg contre Elon Musk. Clairement, là, ben, c'est le réseau social Threads qui cartonne, comme on dit. Et c'était une menace à peine voilée lancée par Mark Zuckerberg à Elon Musk. Et c'est ce qui a découlé aussi du fameuse invitation d'un combat dans une cage à Las Vegas en mode UFC, en mode très violente. Je ne sais pas comment on peut dire tout ça. Est-ce que ce combat aura lieu là? Chose certaine, on voit d'où ça vient, là, vraiment. Meta qui vient de lancer un réseau social. Threads, dans l'espace de quelques jours, on est rendu à 30, 40, 50 millions d'abonnés. Là. C'est assez exponentiel. Et j'ai hâte de voir. C'est un mélange Instagram. Je suis allé m'inscrire, je suis allé déposer ma candidature. En fait, je suis allé ouvrir un compte et j'ai posté quelques photos, quelques informations, notamment des informations économiques. Vous connaissez, je dépose beaucoup d'informations économiques dans les réseaux sociaux. Et je voyais un peu le style, beaucoup de photos. Bon, c'est très encore très, très embryonnaire. Là, encore beaucoup de toutes sortes de photos de bikini, mais peut-être avoir un ménage éventuellement. Mais là, on le sent, puis on l'a vu à la bourse, le titre de Meta a continué de croître. Frôle les 300 $ US. Là, ben, pour Meta, c'est des revenus supplémentaires, évidemment, puisqu'on part un nouveau réseau social. On va aller chercher beaucoup d'annonceurs. On a déjà accès à un bassin d'annonceurs avec Facebook, avec Instagram, avec WhatsApp. On va être capable de vendre un bouquet aussi. Là, on est rendu qu'on accumule 30, 40, 50 millions d'abonnés en l'espace de quelques jours. Ça fait en sorte que pour Meta, ben là, on va être capable de monétiser cette plateforme-là de façon exponentielle. On va faire des croisements entre Facebook, Instagram, Threads et WhatsApp. Donc, vous voyez, on est là. Dans les réseaux sociaux, ben, c'est Twitter. Là, Elon Musk avait acheté Twitter 44 milliards. Beaucoup de la difficulté à la rentabiliser pour l'instant. On ne sait pas où il veut trop s'en aller.
commence à aussi, là, bon, le bouton bleu, le crochet vérifié. Après ça, on veut bloquer les TweetDeck, on veut rentabiliser tout ça, on veut l'offrir aux gens qui vont payer un montant par mois. Après ça, on veut limiter le nombre de tweets lus. On parlait de 500 tweets lus par jour en mode gratuit. Donc, vous voyez, on va essayer de monétiser cette plateforme-là. L'autre qui arrive à côté, Zuckerberg, qui lui fait un open access total. Donc, ça va être à suivre. Bon débat. Mastodon aussi, qui arrive là. Il y a Jack Dorsey, l'ancien patron de Twitter, le fondateur de Twitter, qui, lui, veut lancer aussi Blue Sky, un autre réseau social qui pourrait s'apparenter à Twitter. Donc, vous voyez, là, il commence à avoir du monde à la messe, du trafic. Et là, est-ce que Elon Musk va être capable de rentabiliser son investissement? Lui disait qu'il allait se donner quelques années, 44 milliards, payer beaucoup d'argent pour Twitter. Et, ça va être à suivre. Si on a des débats, si on est capable de voir Twitter, quand même, c'est pas long on peut se pogner, on peut se coltailler. Est-ce que ça va être le cas avec Threads? Je ne suis pas sûr. Je regardais un peu, là, c'est très, très tranquille. C'est comme Instagram un peu, là. On commente les photos, mais ça reste quand même très mielleux comme commentaire. Il n'y a pas beaucoup de coups qui se donnent. Alors, ça sera à suivre, évidemment. Mais pour l'instant, la guerre est prise entre Zuckerberg et Elon Musk, clairement. Est-ce que ce combat-là aura lieu aussi? On a vu Georges Saint-Pierre, des photos cette semaine, a entraîné Elon Musk en vue de ce combat-là. Est-ce que Zuckerberg va vouloir y aller? Est-ce qu'on va être capable de se rendre jusqu'au bout? Clairement, les milliards de dollars revolent dans les réseaux sociaux, donc ça met beaucoup d'action. Et clairement, ça met beaucoup de pression sur Twitter. Là, je pense que Twitter, même les avocats ont envoyé une mise en demeure, notamment sur le bureau de la concurrence, en disant que dans le fond, Zuckerberg, Meta, profitait de la base de données d'Instagram pour concurrencer Twitter et peut-être même, là, on parle d'un manque de concurrence. Donc, est-ce que le bureau de la concurrence pourrait bloquer Threads en disant, écoutez, vous êtes déjà présent sur plusieurs plateformes, est-ce que d'ajouter ce nouveau réseau social-là en vue de combattre Twitter, est-ce que c'est une bonne idée? Donc, vous voyez, là, le bureau de la concurrence pourrait s'en mêler également. Chose certaine, pour Meta, c'est un coup fumant. On va à suivre. Le titre, d'ailleurs, Cathie Wood a vendu du Tesla récemment pour acheter du Meta. Donc, pour les analystes, là, Meta, on les voit encore prospérer. On voit encore qu'il y a du jus, une synergie à aller chercher, mais beaucoup d'argent à aller chercher du côté des annonceurs. C'est le pain et le beurre de Meta. La relation avec les annonceurs, on est très, très, très près de ces annonceurs et l'arrivée d'un nouveau réseau social, habituellement, et de la façon dont les gens se ruent, là, c'est du 30 à 40 millions en l'espace de quelques jours, même 2 journées, là, je pense. Alors, voyez-vous, là, ça pourrait monter. On parle même d'aller chercher 1 milliard d'abonnés potentiels. Donc, les annonceurs vont beaucoup aimer et ça pourrait amener beaucoup de revenus à Facebook au cours des prochains mois. Toute une déclaration d'amour envers le Bitcoin cette semaine. Le grand patron du fonds d'investissement BlackRock. BlackRock, c'est le plus important fonds d'investissement privé au monde. 9 000 milliards d'actifs sous gestion. Larry Fink était de passage à Fox News cette semaine et a déclaré qu'il était tombé en amour avec le Bitcoin, avec les crypto-monnaies. Alors, tout un revirement de situation parce que si on connaît un peu l'historique de BlackRock et de Larry Fink envers les crypto-monnaies, jusqu'à tout récemment, était très, très réfractaire, parlait même de fraude, de schème à la Ponzi. Alors, tout un revirement de situation, une déclaration d'amour non innocente, évidemment, puisque BlackRock a fait une demande auprès de la SEC, la Security and Exchange Commission. On veut se lancer dans des fonds, des ETF, des fonds négociés en bourse, crypto-monnaie, Bitcoin. Alors, on les a au Canada, ces fonds-là, on en a quelques-uns. Mais aux États-Unis, il n'y a pas encore directement, il y en a par
des stratagèmes, mais là, on veut se lancer vraiment dans le Bitcoin, dans les fonds négociés à la bourse, offrir ça à une clientèle de plus en plus jeune qui veulent de la crypto-monnaie dans leur portefeuille. On en a parlé ici au podcast. Maintenant, là, quand on regarde les gestionnaires de portefeuille, on nous parle beaucoup. Là. Avant, c'était le 60-40. J'ai fait un podcast il y a quelques semaines là-dessus. 60% d'actions, 40% d'obligations. Et maintenant, c'est le 40-30-30. Le 40 en actions, 30 en obligations et 30 en revenus alternatifs. Et les crypto-monnaies sont maintenant vues comme des revenus alternatifs possibles dans vos sources de revenus. L'immobilier en peut être un, les infrastructures, il peut y avoir toutes sortes de... les arts, les tableaux, le vin, toutes sortes de cartes, notamment cartes de sport, cartes vintage, et plein de sources de revenus possibles dans notre portefeuille. Là, maintenant, les cryptos apparaissent comme étant des produits alternatifs qu'on veut développer. Et là, c'est les institutionnels. On a vu quand même Fidelity, grosse boîte de Boston, d'autres gros joueurs commençaient à s'intéresser à la crypto. Et là, ben, ça va aussi avec l'idée qu'on veut réglementer. La SEC aux États-Unis est partie à la chasse de Coinbase et de Binance. On les poursuit devant les tribunaux justement pour essayer de les amadouer, d'espèces d'amener une réglementation fiable. Les États-Unis ne sont pas les seuls dans la course. Les Français, ils sont les Anglais aussi au niveau du Royaume-Uni. Il y a d'autres pays là, qui veulent vraiment se réglementer. C'est un peu, on va attirer les joueurs, développer une espèce d'écosystème de crypto-monnaie. Dubaï aussi dans la course. Donc, vous voyez, les Américains pourraient rester sur les lignes de côté, pourraient se faire bypasser par d'autres pays. Donc, on veut peut-être éviter ça aussi. Comme un réveil aux États-Unis là-dessus. Là, jusqu'à tout récemment, on était très réfractaires. On se demandait où on s'en allait. Et là, on le voit vraiment. Les financiers prennent les devants, notamment les financiers américains. Donc, c'est intéressant de voir le Bitcoin était à 16 000 en début d'année, monté à 31 000 dans les derniers jours. Début juillet, on venait à 30 000, 30 500. Et on le voit tranquillement, quand les institutionnels arrivent, on achète du Bitcoin, donc ça fait monter le cours, évidemment, du Bitcoin. Autre chose, l'an prochain, au mois de mars ou avril, il y a un halving, c'est-à-dire qu'on va aussi procéder là, à des modifications au niveau du Bitcoin, au niveau de la manière qu'on rémunère les mineurs de crypto, mais des mineurs de Bitcoin aussi. Donc, tout ça va avoir un impact et ça pourrait faire aussi augmenter le cours du Bitcoin. On pense que 2024-2025, ça pourrait être des grosses années. Vous voyez, ça commence à progresser. Alors, ça sera à suivre, évidemment, mais là, si les gros financiers comme BlackRock et autres qui embarquent dans la crypto-monnaie, là, on commence à avoir des gros joueurs importants. Et ça pourrait avoir un effet. Surtout, savoir avec la chaîne de blocs, qu'est-ce qu'on fait avec la crypto-monnaie, comment on est capable, devient un produit alternatif, oui, de finance, mais on peut aussi s'en servir. Il y a de plus en plus, là, on le voit, des terminaux de transactions. On accepte le Bitcoin, il y a des cartes de crédit, on est capable de faire des transactions avec un compte crypto et c'est prélevé à la source. Donc, vous voyez, là aussi, les grandes financières se mettent aussi aux crypto-monnaies. Donc, ça va être à suivre. Ce développement-là est majeur, je pense, pour la notoriété, mais également de la crédibilité. Le Bitcoin, c'est la mère de toutes les cryptos. L'Ethereum aussi. Je pense que ce sont les deux principales crypto-monnaies qu'il faudra surveiller au cours des prochains mois. Jaser des titres boursiers les plus populaires à la bourse. On commence à brasser à la bourse, là. On en a parlé plusieurs reprises. Le premier semestre a été excellent. Et là, depuis début juillet, séances négatives, plusieurs séances négatives. Alors, est-ce qu'on va être capable de replacer tout ça? Évidemment, on l'avait dit, là, tout ce qui monte, à un moment donné, a tendance à redescendre. Et bon, avec la Fed qui veut continuer, Banque du Canada également qui veulent continuer à augmenter leur taux, ça peut peut-être inquiéter des financiers. Mais là, on regarde les titres les plus transigés à la bourse de Toronto dans les dernières heures, évidemment. Les banques, les financières, la Banque TD
Banque Nova Scotia, Shopify. Là, je vous dis que c'est pas tout du vert, là. C'est beaucoup de rouge. Donc, est-ce qu'on prend nos profits? On va se mettre sur les lignes de côté. Certains vont liquider, vont peut-être revenir. Demain, il y a beaucoup de gestion active là, au niveau des gestionnaires de portefeuille. Banque Royale, Canadian National Resources. Ensuite de ça, il y a la BMO, Suncor Energy. Donc, c'est du rouge pas mal partout. Enbridge, je regarde Tech Resources, Cenovus, TC Energy. Est-ce que le pétrole va pouvoir rebondir également? Donc, ça va être à suivre du côté canadien. Ce sont les titres les plus transigés aux États-Unis. Ben, il n'y a pas de surprise, là. Tesla demeure un titre aussi qui a beaucoup monté. Et là, on prend nos profits tranquillement. Meta aussi de Facebook, avec le nouveau réseau social Threads, amène beaucoup de peut-être de possibilités là, de nouveaux revenus. Nvidia aussi, Microsoft. Microsoft continue quand même. Apple également finissent dans le vert alors que tout le monde est au rouge. Des valeurs sûres également. AMD dans les microprocesseurs. Amazon, Berkshire Hathaway, Google. Rivian aussi qui apparaît. Rivian qui a récemment fait une entente avec Aston Martin aussi. Donc, voyez-vous, Rivian, un joueur à surveiller dans l'électrique. Netflix également. Google, en est parlé. Chevron, Bank of America. Avec les stress tests, les banques ont eu le feu vert là, pour augmenter leurs dividendes et racheter des actions. Donc, les titres des financières, ça peut être intéressant à surveiller. Bank of America, un titre qui est, selon moi, un prix beaucoup plus bas. Bank of America, le plus gros actionnaire de Bank of America est Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Donc, pour les États-Unis, c'est un peu les titres les plus transigés. Sinon, au Royaume-Uni, je regarde Shell, très, très populaire, AstraZeneca, Diageo, Unilever, Rio Tinto, Glencore, BP, HSBC, la banque HSBC. Sinon, Lloyds Bank, dans les assurances aussi, le système bancaire assurance. Sinon, les autres, Barclays également, sont les titres les plus transigés du côté du Royaume-Uni. Ça sera à suivre les marchés boursiers, ça brasse beaucoup, là. Attendez-vous à pas mal de volatilité en juillet. Comme l'impression que les volumes sont moindres et les indices étaient beaucoup menés par les techs, hein? Les gros de la tech, là, le big tech. Donc, c'est Apple, un peu Nvidia, Netflix, Amazon, Google, Meta, un peu ça, là, Tesla aussi. Mais si eux break ou si les gens prennent leur profit, ben là, tranquillement, on va peut-être avoir des indices là, qui vont peut-être se faire brasser davantage. Et ça va de tout au tout. Là, je voyais des analystes de grandes banques. Il y en a qui voient le S&P 500 à 4900 d'ici la fin de l'année. Puis à côté, je voyais des gens de la Banque Royale dire non, ça va être 4200, 4100 d'ici la fin de l'année. Donc, voyez-vous, là, ça peut avoir beaucoup de montagnes russes. On ne semble pas vouloir s'entendre. Certains parlent d'un crash imminent. Un crash imminent, il faut faire attention, là, 10%, 15% peut-être de baisse possible. On a eu quand même 16% d'avancée dans le S&P 500. Donc, il faut toujours relativiser. Chose certaine, il y en a qui vont prendre le profit, c'est sûr, et vont attendre que ça se replace. Donc, ça sera à suivre. C'est le temps de jaser des marchés boursiers de la dernière semaine, des derniers jours, avec le conseiller financier Frédéric Turcotte. Comment ça va, Frédéric? Salut, ça va très bien, Pierre. Merci. Ouais, occupé avec la saison derrière et un bon début d'année. Oui, ben c'est ça. Écoute, on regarde aller les indices boursiers depuis le début de l'année, ma foi. On est surpris, mais en même temps, on avait comme un ressort. Il fallait que ça dégaine, là. Oui, j'aime ton image un peu. Effectivement, ça a été surprenant de voir une croissance comme ça sur les trois principaux indices et un retour un petit peu dans les eaux positives, en haut de la moyenne technique de 200 jours. Hein. Souvent, on a parlé un peu de ça, l'analyse technique, la moyenne de 200 jours. La plupart des stocks techno-américains commencent à passer au-dessus. Alors ça, c'est un signe peut-être que le plafond va monter, que ça va suivre son cours, comme tu dis. Mais on a quand même un peu
d'incertitude, je te dirais. L'économie va encore trop bien, Pierre. Mais c'est ça, on essaie de la ralentir par tous les moyens possibles. Il se crée de l'emploi. Ah, écoute, La force économique est là, on le voit, le PIB. Bon, on va peut-être avoir peut-être des jours plus sombres ou à tout le moins peut-être des indications qu'on pourrait peut-être là, être en récession. Mais je regarde les indicateurs, puis l'économie écoute, roule, tu sais. oui, les emplois, tu l'as mentionné, 10 fois les attentes, Voyons. 150 000 emplois versus 15 000 au Canada. Et là, on commence à voir certains analystes qui disent que bon, la récession, finalement, peut-être n'arriverait pas. Entre autres, Ouais, c'est ça. l'Alliance commence à dire, ouais, peut-être. Mais il y a quand même beaucoup de pression sur les salaires. Ils réussissent pas, on ne réussit pas vraiment à faire baisser cette inflation-là. Oui, elle a baissé un peu, mais elle ne diminue pas à une vitesse qu'on a connue au tout départ quand on a commencé à chuter. Donc, ça veut dire forcément que les taux vont peut-être encore continuer de monter. Les autres indicateurs, les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 3 en janvier comparativement à décembre. Novembre et décembre avaient été des mois assez négatifs sur la croissance des consommateurs, qui est le moteur de l'économie aux États-Unis, hein, les ventes au détail. Et là, 3 de hausse. Donc, même si le sentiment des consommateurs n'est pas si positif que ça, c'est un signe quand même que l'économie est bonne. Et puis, même notre gouverneur de la Banque du Canada qui est venu à Québec c'est la semaine passée, parler, bon, là, il est en pause de hausse de taux, mais il se garde les portes ouvertes, forcément, parce qu'il regarde du côté américain qui, eux aussi, en mars, vont sûrement tomber à 5 avec une prochaine hausse peut-être de 0,25. Et là, en mars, ils vont nous donner aussi la vision de comment ils voient les prochaines hausses. Alors ça permet au marché de digérer un peu cette information-là. Et c'est là qu'on va voir peut-être si le marché va continuer à monter un peu. Remarque, là, c'est une semaine qu'on fait un peu de surplace, mais si cette annonce-là en mars nous dit, bon, voici, la Fed prévoit encore tant de hausses pour arriver à baisser l'inflation, puis pas rester pris. On a déjà parlé, toi et moi, que c'est pas impossible qu'on reste pris à un 4, 5 d'inflation, puis que là, ça bougerait pas beaucoup. Ouais. Donc ça voudrait dire d'autres hausses prévues encore peut-être dans la deuxième partie de l'année pour se débarrasser un peu de ce plateau-là. Alors, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis bon, le marché, écoute, c'est le message qu'on donne à tes auditeurs, hein. Nous, on est là-dedans. Il faut se décoller un peu de ces décisions-là prises à chaque mois qui touchent l'inflation, l'économie, pour investir dans des titres et des positions solides et viser le long terme. De ne pas faire finalement ce qu'on fait toi et moi, de parler de l'économie, mais je pense qu'il y en a quand même plusieurs qui s'intéressent Oui. de voir ces chiffres-là. Alors, écoute, même on voit l'immobilier aussi. C'est certain que le coût des hypothèques présentement fait mal aux consommateurs. On le voit, je le vois moi chez mes clients. L'argent discrétionnaire, ceux qui ont des taux variables, ça fait mal. Les prix ont baissé un peu au Québec de 10 Les ventes diminuent. Ça ralentit donc un peu dans l'immobilier, qui est un gros secteur de l'économie. Mais c'est peut-être pas encore assez pour permettre de dire que vraiment l'inflation va baisser au Canada sur une courte période de temps. Tu nous avais parlé beaucoup de Tesla dans les dernières semaines. Puis là, on regarde, si on fait regarde un récapitulatif du début de l'année de Tesla, c'est quasiment 100 de Oui, croissance. Là, exactement. Oui. le titre est à quoi? De 108, 106, 108, puis là, on est autour de 210, 212. Ah, il est baissé même un peu plus bas que ça à 102 et là, il est à 215. Effectivement, Tesla avait une belle remontée. C'est dû un peu, je pense, un des chiffres de Tesla sont encore impressionnants. C'est la voiture en Californie la plus vendue, toute catégorie. Le marché européen va super bien. Il y a encore beaucoup de catalystes de décisions à venir qui vont faire en sorte que le titre devrait bouger. Ça a reflété un peu dans la hausse de janvier. La nouvelle usine qui devrait arriver, les rumeurs, ça parle de l'installer au Mexique. Alors, le fait aussi que le Tesla maintenant est éligible pour les subventions du gouvernement. Ils ont annoncé cette semaine aussi qu'ils vont ouvrir leur réseau. Ils sont en train de devenir amis avec le gouvernement Biden, ce qui n'était pas Oui, le cas c'est au début. surprenamment, là. Surprenamment, alors ils vont ouvrir leur réseau de bornes pour charger les voitures aux compétiteurs. Donc, on voit que l'avance de Tesla sur le marché des autres fabricants automobiles
est énorme et puis la production là, ça continue. Et ce qu'ils peuvent aussi faire, c'est que même s'ils baissent le prix pour s'ajuster aux subventions, pour être éligibles à ces subventions-là du gouvernement pour les voitures électriques, les marges continuent quand même d'être là parce qu'ils peuvent, à force de construire des voitures, d'améliorer leur processus, ils continuent de garder des marges bénéficiaires intéressantes. Et c'est ça que les acheteurs du titre ont vu en début d'année. Alors, ça reste encore un titre très intéressant. Puis, à 215 dollars présentement américains, bien, je pense qu'il y a encore un peu de place. Lui, il se rapproche aussi de sa moyenne de 200 jours, là, si on regarde ça Ouais, techniquement. lui, s'il passe là, le palier du 200 jours, là, il peut repartir en Oui, il orbite. peut Là, repartir, hein? effectivement. Oui, je pense que les prix cibles sont autour de 300 là, d'ici la fin de l'année. Alors, on Donc, ça va être continue à de le voir. suivre. Oui. Oui. Effectivement, les stocks d'intelligence artificielle, absents de l'année 2022, mais avec la fin de Ouais. 2022 avec le chat GPT, là, ça l'a mis sur le Ah, radar, exactement. ces stocks-là. Là. On entend parler beaucoup de ça. Alors, j'ai des gens qui me demandent un peu comment suivre ces stocks-là de tendances nouvelles. Bon, l'intelligence artificielle, en fait, c'est pas nouveau, mais le fait qu'on en parle beaucoup avec les moteurs de recherche de ChatGPT, de Google et les autres qui vont lancer des outils, forcément, ça se reflète dans des stocks. Et on peut voir, on peut chercher un peu comment se positionner dans ce genre de produit, de titre-là. Alors, il y a deux indices. J'ai trouvé une petite étude intéressante à partir de deux indices qui regroupent des stocks d'intelligence artificielle. Donc, on a BOTZ, BOTS, qui a de la compagnie Global X, qui est un indice pondéré. Il y a 40, et on a sorti dans ça les stocks. Je vais vous expliquer comment on a fait la recherche, mais ce sont deux indices pondérés. Alors, j'ai déjà parlé aussi que quand on ne veut pas faire de la sélection de titres à la pièce, parfois, on peut prendre des indices, des ETF, la bourse, qui regroupent des stocks d'un seul secteur. Donc, BOTZ, c'en est un pour l'intelligence artificielle. Un deuxième qu'on peut nommer, c'est chez iShares, IRBO, qui a 42 compagnies à l'intérieur de ce titre, de cet indice-là. Puis c'est aussi un indice pondéré. Pondéré, ça veut dire que la taille dans l'indice reflète sa taille dans le marché. Alors, puis on peut parler un peu aussi d'un indice qui est très connu. Le Standard Poor's est un indice pondéré, donc des 500 plus grandes compagnies, mais ils sont tous à l'intérieur de l'indice en fonction de leur taille dans le marché. Donc, les plus grosses, forcément, c'est Microsoft, Apple, Amazon. Donc, c'est la même chose pour ces deux indices-là d'intelligence artificielle. Donc, on a pris à travers ces deux compagnies-là, 88 compagnies. On a regardé 75 on en a pris 30, que 75 des analystes donnent un titre d'achat dessus. Alors, on vient déjà de discriminer un bon nombre de ces compagnies-là. Et après ça, on a encore restreint le SAS, si tu veux, avec 20 compagnies que les analystes voient le plus de potentiel de croissance dans les 12 prochains mois, avec les prix de consensus, là, de prix cible et tout ça. Donc, on arrive à un petit groupe de stocks. Alors, je t'en nomme quelques-uns, mais il y en a dans ça qui sont, bien sûr, on ne peut pas les acheter directement à la bourse nord-américaine. Ils sont sur d'autres bourses anglaises, par exemple. Donc, ceux-là, je ne les mentionnerai pas. Mais ceux qui sont disponibles sur le marché américain, principalement, je peux te dire, bon, il y a entre autres CrowdStrike Holding, qui CRWD, qui est une compagnie qui est dans l'info nuagique et qui est présente donc dans l'intelligence artificielle. On a bien sûr Amazon, qui n'en a pas besoin de présentation, qui est très forte aussi au niveau de l'intelligence artificielle. Une deuxième qui n'est pas connue, PRO, Pro Holding, qui est, elle, cette compagnie-là, laisse-moi voir, est-ce qu'elle fait, c'est une compagnie de logiciels pour optimiser les transactions d'achat sur les sites d'achat. Alors, après ça, on a Palo Alto, qui est un Networks, PANW. Alors, ce sont donc toutes des compagnies là, qui ont passé à travers le filtre dont je vous ai expliqué tout à l'heure, avec des potentiels de croissance, et elles se transigent sur le marché américain. Synopsys, SNPS, ServiceNow et une dernière qui n'a pas besoin de présentation non plus, Apple. Donc, toutes des compagnies qui sont dans l'intelligence artificielle. On pourrait même rajouter Microsoft aussi, qui se retrouve Oui, pas ben ouais, avec surprenamment ChatGPT. Ouais. qui a mis 10 de participation dans le chat GPT. Alors, ce sont des compagnies qui sont toutes actives et qui ont un potentiel de croissance intéressant. C'est certain qu'il faut rentabiliser l'intelligence artificielle. Donc, dans ça, il y a des compagnies qui sont un peu plus au niveau de la sécurité des réseaux et qui ont d'autres secteurs d'activité
que l'intelligence artificielle, mais elles sont au cœur quand même là, du développement de ce qui s'en vient et ce qui va nous permettre là, encore de faciliter nos recherches sur Internet, de faciliter nos achats et de prendre des décisions à notre place et puis de produire, d'être beaucoup plus effectif, efficace, je te dirais, dans tout ce qui a trait à la recherche, que ce soit dans le domaine juridique, dans le domaine de la rédaction, de la recherche, de la simulation. Alors, l'intelligence artificielle réussit à faire des pas de géant dans ces domaines-là. Oui, puis je regardais, même Mark Zuckerberg de Facebook a un département très bien ficelé là, qui disait d'intelligence artificielle et eux veulent le faire progresser aussi au cours des prochaines années. Il disait que ça pourrait devenir aussi une source de revenus intéressante là, Oui, pour Facebook dans les prochaines années. Là. exactement. Oui, oui. Donc, ça sera à suivre les 7 P de l'investissement. Ben, là-dessus, moi, ceux qui ont étudié en marketing dans leur vie, que ce soit au cégep ou bien à l'université, ont connu je ne sais pas si c'était ton cas, tu en as fait sûrement un peu, Les les 4 4. P. Ouais. Les 4 P, donc le produit, la promotion, le prix et la prix et place. Alors, c'est donc les 4 P qu'on pense à chaque fois qu'on essaie de faire de réfléchir un peu en termes de marketing. Alors, en investissement, on peut, Investment Reporter a sorti un peu les 7 P, un peu parallèle avec ça. Comment est-ce qu'on se positionne pour être un investisseur averti? Alors, la première chose, c'est d'avoir un plan, bien sûr. Alors, le premier P, c'est pour plan, c'est savoir où arrive son argent puis comment est-ce qu'on la dépense. Hein? C'est de faire un budget et dans ce budget-là, se laisser une place pour l'épargne. Alors, forcément, c'est le premier mot important à retenir en termes d'investissement avec nos P. Le deuxième, c'est mettre des priorités. Donc, ce qui est le plus important, bon, à part l'hypothèque, les gros postes de dépenses, la nourriture, l'éducation des enfants, les autos, tout ça à la maison, comment est-ce combien d'argent d'épargne on peut penser avoir pour la retraite future? Est-ce qu'on a un fonds de pension ou pas? Si on n'en a pas, bien, il faut cotiser davantage. Alors, ça, c'est vraiment mettre ses priorités. C'est le deuxième P. La troisième est liée un peu, c'est la préparation. Donc, se faire un sommaire sur une page. Ça, c'est quelque chose que je conseille aussi à mes clients et aux gens à qui je parle de finances. Donc, de se mettre sur une page Excel ses actifs et ses passifs et essayer d'actualiser ça au moins une fois par année. Donc, le début de l'année est un bon moment pour remettre à jour ses chiffres, donc voir combien d'argent on a du côté passif. Donc, avoir un système pour garder à jour ces données, donc de la préparation, parce que ça, quand on parle à son conseiller financier, on pose, nous, ces questions-là. Quand on va chez le banquier, c'est la même chose. Donc, avoir une idée précise de ses finances avec de la préparation. Le quatrième, pardon, c'est penser à un portfolio. Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, décider de ses objectifs. Est-ce qu'on vise bien sûr le long terme? Est-ce qu'on peut rester avec ces objectifs qu'on va s'établir donc dans notre portfolio? Est-ce que le stress va nous faire prendre des décisions émotives rapidement, changer aussitôt qu'il y en a un creux qui nous arrive à la bourse, un peu comme ça a été le cas l'an passé? Est-ce qu'on construit dans notre portfolio, on utilise les 5 secteurs de l'économie principaux, la finance, les services publics, la consommation discrétionnaire, les services manufacturiers, les ressources. Est-ce qu'on va mettre des morceaux de ces éléments-là dans notre portfolio? Alors, c'est le quatrième P. Le cinquième, c'est la prudence. Est-ce que quand on perd suite à une vente, on peut la faire sur papier? C'est facile un peu, ce mot-là, c'est facile de dire, OK, on va prendre une perte sur un titre, par exemple, qu'on a suite à une baisse du marché comme l'an passé. Alors, quand on le mentionne à son courtier ou on fait la transaction soi-même, là, on l'officialise, mais il faut quand même réaliser, prendre le temps un peu d'en être conscient que on vient d'encaisser une perte. Donc, c'est certain que la prudence, parfois, est importante, et pas parfois, je te dirais toujours. L'autre P, c'est la patience. Hein? Alors, c'est le long terme, c'est ce qu'on vise. Les grands profits, ça se fait sur le long terme à la bourse pour éviter les décisions trop rapides prises sur des élans. Des fois, on a des coups de cœur, on se dit, ouais, on y va. Alors, la patience, c'est le sixième P. Et la dernière, c'est la perspective. Bien, c'est ce qui nous permet de garder un peu les deux pieds sur terre, de nous dire que considérer nos investissements comme une partie de nos actifs. Hein, on a notre maison qui est souvent le plus gros actif individuel, mais de mettre les choses en perspective, ça nous aide aussi à bien gérer son portefeuille et être capable de prendre des bonnes décisions en se gardant les pieds sur terre. Oui, puis Warren Buffett disait, si vous n'êtes pas capable de garder un titre boursier dans un horizon de 10 ans, là, ben, oubliez ça. Là, si vous dites que vous l'investissez,
Là, on parle d'investissement à long terme, évidemment. Là, c'est quelqu'un qui fait du day trading, c'est autre chose. Mais Buffett, il se dit, moi, c'est 10 ans. Donc, Ouais, après 2 ans, 3 ans, on peut peut-être réviser là, si le stock a rempli ses promesses, parce qu'on a une bonne idée où on s'en va après 2, 3 ans habituellement. Mais minimum 10 ans. Après ça, ben, prendrait une décision. Mais souvent, exact. un stock sur 10 ans peut te donner beaucoup de rendement, là. Oui, tout à fait. Alors, grosse pharma à remettre sur le radar, tu nous dis. On regarde ça, un stock à surveiller Ben, dans. écoute, c'est assez rare qu'on a parlé ici plusieurs fois de titres comme Tesla, des stocks un peu à conviction que j'ai dans mes portefeuilles de clients. Mais là, j'en ai un quand on regarde le graphique, et puis on en a parlé beaucoup pendant la COVID, c'est Pfizer, qui s'est fait démolir carrément depuis le sommet atteint autour de 55-56 $. Et c'est un stock bon, il a même monté jusqu'à 61, là, en regardant mes notes. Mais c'est un stock qui a perdu, qui a dégonflé littéralement suite à la COVID, suite à la fin de l'année. Et et puis, il y a encore une autre deuxième prise qui est contre lui. Bon, c'est un stock qui donne un dividende quand même pas mal, là, de 3,74. Alors, il y a vraiment eu donc cette espèce de COVID reset, là, pouf, ça a dégonflé, ça a tombé. Bon, Pfizer, c'est un des blue chips américains les plus connus, bien sûr. Et ils ont quand même je vais commencer par l'aspect plus négatif. Tu vas me dire que tu ne veux pas nous conseiller, mais tu veux nous parler d'un titre qui en arrache un peu à la bourse dans un premier temps qui a baissé. Et la deuxième chose, c'est ils vont perdre plutôt dans les prochains mois beaucoup de médicaments qui sont sous protection avec les brevets. Alors, ça, c'est pas une très bonne nouvelle généralement pour une compagnie pharmaceutique. Tu dis, bon, écoute, c'est dans les prochaines années, en fait, entre 25 et 28, ils vont perdre à peu près 17 milliards de ventes annuelles qui sont protégées présentement par des brevets. Alors, tu sais que toutes les compagnies génériques récupèrent ces Ah oui, brevets-là. il y a un temps, après ça, les génériques peuvent récupérer la Exactement. recette, là. Ouais. Donc, beaucoup de médicaments qui sont des gros vendeurs vont tomber sur des choses contre le cancer du sein, contre les maladies de cœur et tout ça. Mais ils ont quand même, pour contrebalancer ça, un pipeline super solide de 19 nouveaux produits ou des ententes avec d'autres compagnies qui ont été acquises dans les dernières années. Alors, ils sont prêts à à avoir des revenus. Ils voient, eux, en fait, des revenus énormes là, de 26 milliards dans les prochaines années suite aux transactions qu'ils ont faites. Et puis, ils seraient capables d'ici 2030, donc, de générer, de remplacer, si tu veux, tout ce qui sera perdu par les médicaments génériques qui tombent disponibles. Alors, donc, c'est un stock qui, présentement, est au bas. Alors, l'évaluation n'est pas très grande. C'est peut-être le temps de le mettre dans le radar, de dire, bon, écoute, c'était un stock qui fait quand même partie de l'histoire américaine des pharmaceutiques, qui a permis une croissance énorme durant la COVID, qui a amélioré ses processus aussi au niveau de la fabrication de médicaments, hein. C'est ce que la COVID a permis. Alors, je voulais signifier que peut-être ça vaut la peine de le regarder à ce prix-là pour voir comment il peut évoluer dans les prochains mois. Il est présentement à 43 $. Donc, c'est un stock à surveiller. À suivre, là, on a jasé de plein de choses. Il faut mettre en garde les auditeurs. Ce ne sont pas des conseils financiers. Si on veut des conseils financiers, on t'appelle puis on Oui, jase, exact. hein, c'est ça? Exactement. Donc, c'est ce que je raconte, a été préparé par moi. Je suis bon conseiller en valeur mobilière inscrit auprès de Valeurs Mobilières Peak. C'est des sources généralement fiables et pertinentes. C'est d'ordre général, tout ce qu'on discute, toi et moi, et ça s'avère bien sûr incomplet par rapport à la situation personnelle de tes auditeurs. Alors, c'est pas des conseils d'investissement et ça reflète pas l'opinion de Valeurs Mobilières Peak et ils sont pas responsables du contenu de ce qu'on discute, toi et moi. Là, Frédéric, si les gens veulent avoir des conseils de toi, ils peuvent le faire. On peut te rejoindre sur des plateformes. Oui, oui, ben sur mon site web ou m'écrire tout simplement Turcotte 2TE en commercial peakgroup.com ou 418-681-8111 poste 253 et m'écrire tout simplement pour me dire j'aimerais ça placoter, reviser un peu, voir mon portefeuille. J'ai des gens qui m'ont contacté récemment puis je leur ai dit waouh, c'est très solide comme portefeuille ce que vous avez. Alors à ce moment-là, les gens ils ont au moins une deuxième idée sur ce qu'ils ont. Il y a des gens qui te suivent Pierre puis qui ont réussissent à se faire quand même des situations financières et des portefeuilles intéressants.
Alors, c'est super, puis je valide ça. Puis d'autres fois, il y en a qui sont complètement dépourvus, où ils ont beaucoup plus de misère, ou moins le temps de s'en occuper. Maintenant que le travail à la maison, bon, continue un peu, mais il y a des, c'est plus comme pendant la pandémie. Alors, les gens ont moins de temps de mettre à la recherche de se construire des portefeuilles, puis ils veulent avoir l'avis d'un expert aussi. Du monde, nous, on en fait 40 heures de semaine de ce travail-là. Donc, il faut pour être capable d'en bénéficier. Oui, frédéricturcotte.com aussi, hein, tu prends des Oui, mon site rendez-vous web. par Oui. Zoom. Oui, oui, tout à fait. Cliquer sur Zoom et puis me booker une rencontre. Là, on est assez actif parce qu'on parle beaucoup à nos clients en début d'année. Mais je suis disponible quand même. Si la créneau horaire ne convient pas, là, tout de suite, je prends contact et puis on replanifie ça. Il n'y a pas de problème. Frédéric, on s'en reparle dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Salut. Salut. Cette semaine, au podcast Cachemire, on reçoit le président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, Pierre Graff. Comment ça va, Pierre? Ça va super bien. Et toi, Pierre? Oui, ça va. Écoute, je suis content de t'avoir au podcast. Tu étais venu l'an dernier. On avait parlé beaucoup d'entrepreneuriat, de repreneurs potentiels, de jeunes entrepreneurs. Écoute, au moment où on se parle, comment va le moral des troupes au Québec? Tu as fait une tournée aussi avec Desjardins. Vous avez été dans toutes les régions du Québec. Vous avez vu ce qui se passe. Vous avez eu le pouls des régions et des acteurs, des entrepreneurs. Et qu'est-ce qu'on peut dire actuellement là, si on regarde la température, comment elle se porte? La température est à l'image de notre hiver, elle est assez basse. En ce moment, on a un enjeu qui est un cocktail assez explosif sur tout ce qui se passe. Ça veut dire que d'un côté, on a un contexte international qui est assez épouvantable, comme on le sait, les chaînes d'approvisionnement, l'Ukraine, l'inflation généralisée, etc. De l'autre, après, on a tout ce qui se passe au Québec au niveau de l'entrepreneuriat et du repreneuriat, avec des taux d'intérêt qui affectent les capacités d'investissement des entreprises. Évidemment aussi la reprise, ça veut dire que si on ne peut pas investir, ben, forcément, ben, on ne peut pas acheter. On le sait, beaucoup d'entreprises à céder, on ne connaît pas nécessairement les cédants, les repreneurs se font de plus en plus rares, mais en plus, on a des baisses d'intention de se lancer en affaires au Québec et on a un taux de survie qui est toujours aussi bas après 5 ans des startups. Donc, si on met tout ça ensemble, ça fait qu'on a vraiment une situation qui est très inquiétante parce que c'est non seulement le tissu économique actuel qui est en jeu, mais aussi le tissu économique à moyen et long terme. Ça veut dire les futurs business qui vont créer la richesse, qui nous permettent de connaître la croissance et d'avoir de l'emploi. Si on a moins de business qui survivent, si on a moins de business qui se créent, si on a moins de business qui se reprennent et donc certaines qui ferment, comment tu veux que le Québec puisse connaître une croissance sur les prochaines années? C'est assez inquiétant et ça, les entrepreneurs, ils le ressentent. J'ai la chance d'avoir au regroupement des jeunes chambres des comités consultatifs, en plus d'avoir fait la tournée justement dont je parle avec Guy Cormier qui nous a permis d'aller échanger avec des jeunes professionnels, des jeunes entrepreneurs de tout le Québec. Et j'ai jamais vu à la fois autant d'anxiété par rapport aux questions de notre temps, la situation au niveau du logement, les enjeux de l'éducation qui n'arrivent pas à s'adapter assez vite aux changements technologiques. D'un autre côté, ben, les entrepreneurs qui sont extrêmement inquiets, qui même m'ont partagé qu'ils devaient investir cette année, qu'ils ont décidé de ne pas investir parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer et ils ne veulent surtout pas risquer des prêts à 9, 10, 11% d'intérêt. Donc forcément, ce qu'on me partage sur le terrain fait que ça peut refroidir pas mal. Oui, le moral des troupes, comme on dit, bon, il peut être, il pourrait être meilleur. C'est ce que tu me dis, là. Absolument, absolument. Il pourrait être meilleur. Puis pour être meilleur, je pense que ça va prendre plusieurs choses. J'ai été très critique, je pense, de la culture entrepreneuriale qu'on a au Québec. Je pense qu'on ne fait pas attention assez à nos entrepreneurs. On n'est pas assez reconnaissant envers eux. Mais maintenant, il va falloir agir. Il va falloir un coup de pouce. Et on a fait une étude d'impact économique qui est sortie la semaine passée qui démontrait justement quel type d'investissement ferait des jeunes pousses québécoises, des entreprises de 2 à 5 ans dans les secteurs d'avenir qui sont en croissance
si elles avaient la chance d'avoir accès plus facilement à du capital, parce que plus de la moitié d'entre elles ont dit qu'elles avaient justement de la misère à avoir du capital. Parce Ouais, qu'au ça s'est Québec, refroidi, là. Hein? Là, quelques années, l'argent n'était pas un problème, mais on dirait qu'avec la hausse des coûts d'emprunt, les taux d'intérêt, il y a des gens beaucoup plus frileux. Les et investisseurs. exactement, plus les investisseurs, c'est normal. Le capital de risque aujourd'hui, ben, plus la période est risquée, plus le capital de risque se fait rare. Ouais. Donc, tout ça mis ensemble, ben, ça fait que justement, il va falloir agir. Puis je pense que ça va être littéralement au gouvernement de donner un coup de pouce. Peut-être, comme on l'a démontré dans notre étude d'impact économique, créer des congés pour le paiement des intérêts pour une période de 2 ans. Ou peut-être faire tout simplement des prêts, mais avec un taux préférentiel dès le départ. Parce que actuellement, les jeunes entrepreneurs, on va dire moins de 35 ans, dans les secteurs d'avenir, etc., qui vont créer les futurs business de demain, le futur Québec Inc., ben, sont complètement refroidis à l'idée d'investir. Et en plus, ben, le capital de risque se fait de plus en plus rare. Oui, on a aussi beaucoup d'entreprises qui sont à vendre, des Ouais. entrepreneurs vieillissants aussi. Là, on regarde un peu les 5 à 10 prochaines années, il va y avoir un nombre impressionnant, soit de PME qui vont être achetées, vendues ou vont fermer leurs portes faute de repreneurs. Il y a ça aussi. Donc, il faut commencer à prévoir ce coût-là qui va arriver et ça va être. On est déjà dedans, Pierre, en fait. Si tu regardes actuellement au Québec, on a grosso modo 250 000 business. Dans les 18 prochains mois, 18-24 prochains mois, on parle de près de 40 000 business à céder. C'est hallucinant le nombre de business qui vont être à céder, justement en raison du baby boom, puis les baby boomers qui vont quitter à la retraite. La pandémie a accéléré ça, ça a doublé le nombre d'intentions de céder. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas les cédants. Et de l'autre côté, on a des jeunes qui veulent reprendre, qui n'ont pas toujours tous les outils, qui n'ont pas le capital, qui ne veulent pas certainement emprunter au taux qui est actuellement. Et surtout, il faut savoir que près de 70% des transferts au Québec échouent. Et ça, c'est dramatique. Ah oui? Échoue, absolument, absolument. C'est une catastrophe. Donc, dans ce temps-là, si on ne veut pas que nos business partent dans des intérêts étrangers, parce qu'ils vont arriver avec des cédants qui vont être tannés, qui vont vendre au plus bas prix, au moins offrant quasiment, puis on va perdre cet argent-là au Québec, il va clairement falloir trouver des solutions. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Québec, on a mis en place, nous, le regroupement des jeunes chambres, Mouvement Repreneuriat, qui est une série vraiment structurante, qui à travers tout le Québec fait à la fois de la sensibilisation, de la formation, et puis aussi un peu de forcer les choses en créant des maillages entre des personnes plus âgées qui vont se retirer bientôt et des plus jeunes qui ont intérêt à reprendre. J'ai d'ailleurs encore eu un appel aujourd'hui d'un entrepreneur qui m'a dit « Pierre, écoute, je vends ma business, je suis très content, c'est un beau chèque, mais je veux réinvestir tout de suite. J'aimerais trouver des business à vendre, mais je ne sais pas par où commencer. » Et c'est fou qu'on soit arrivé là. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est spécialisé dans le transfert d'entreprise, puis je me fais appeler par plein de jeunes qui veulent investir, qui ont du cash. Là, on parle de cash sonnant, donc c'est des personnes qui ont peut-être moins de problèmes pour investir, dont les problèmes qu'on parlait pour d'investissement, dont on parlait plus tôt. Mais quand même, c'est une réalité. Et ça, ces personnes-là, bah, si on pouvait les matcher tout de suite selon le secteur qui les intéresse avec les bonnes personnes, si les chiffres sont bons, bah, il pourrait peut-être y avoir des transactions qui se feraient plus facilement. Oui, puis il y a un processus aussi qui peut être long. On veut vendre notre entreprise. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut trouver le repreneur. Il faut lui donner une chance. Il faut avoir une transition. On ne peut pas faire ça direct, bing bang, bonsoir, c'est fini. Là. Exact. Puis tu sais, à ça s'ajoutent aussi les enjeux de règles fiscales et aussi tout ce qui crée des barrières administratives. Il faut savoir, pour donner un exemple, nous, depuis 2 ans, on avait pas mal travaillé avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. On faisait partie des organisations économiques qui demandaient à ce qu'on aligne le régime fiscal lorsque les enfants rachètent la business de leurs parents parce qu'ils payaient plus d'impôts que si c'était quelqu'un de l'extérieur qui rachetait la business. La loi est adoptée au provincial et au fédéral, mais elle n'est toujours pas appliquée. Donc, ou est appliquée en partie. Donc, ça fait qu'il y a encore des bâtons dans les roues des enfants qui reprennent les business familiales. Puis au Québec, parmi les petites business, 80% sont familiales. Donc, clairement, il y a un enjeu qui est majeur. Puis là, le gouvernement, dans une période où le contexte économique est incertain, ben, finalement, ils disent oh, c'est pas si bien de perdre de l'argent avec les impôts qu'on pourrait faire sur cette là, mais ça ralentit les transferts. Donc, ça, c'est vraiment problématique. Et il faut ajouter aussi toute la paperasse et toutes les exigences administratives qui sont demandées aujourd'hui, on veut reprendre une business. Il y a énormément de conformité. C'est très compliqué. Ça coûte très cher. Faut que tu prennes des gens compétents. Tu ne peux pas le faire toi-même. Il faut que tu ailles chercher des comptables, des avocats, etc., des fiscalistes. Et ça, bah, malheureusement, ça vient aussi directement taper dans le cash flow des investisseurs et donc mettre de la pression sur l'investissement et aussi réduire leur capacité à investir pour mettre à jour la business. Parce que souvent, malheureusement, les cédants, quand ils sortent, ils investissent moins. Donc, comme je te dis, la situation est assez inquiétante de ce côté-là. Je ne suis pas un oiseau de malheur. Là. Je veux juste dire que
faut prendre conscience de ce qui se passe actuellement pour pouvoir réussir justement à s'en sortir, puis avoir vraiment une économie qui est en forme, qui est prête pour la reprise et qui connaîtra vraiment le Québec de demain. Et ça veut dire que dans les prochains budgets provincial, fédéral, il doit y avoir peut-être des mesures pour justement là, faire le pont entre ces Absolument. générations-là. Là. C'est un super bon point, Pierre. Puis d'ailleurs, j'invite les gens à aller regarder. Vous savez, c'est public, les consultations prébudgétaires, donc les mémoires que font les organisations économiques ou les organisations sociales. Donc, vous pouvez aller sur le site du gouvernement fédéral, le site du gouvernement provincial. Le regroupement a déposé au mois d'octobre pour le fédéral et au mois de février pour le gouvernement provincial ses recommandations. On est allé vraiment avec 4 suggestions les plus efficaces pour nous, pour aider les jeunes entreprises et le repreneuriat. C'est vraiment ce qu'on a poussé. Et ça détaille précisément certaines choses que j'ai citées un peu plus tôt dans notre échange, Pierre. L'égoïsme aussi, tu en as parlé récemment dans une chronique. Comment tu perçois le moral? Est-ce que il faut de l'entraide entre les entrepreneurs si on veut passer au travers des prochaines années aussi, hein? Oui, l'entraide, oui, entre entrepreneurs, mais je te dirais aussi de l'empathie de la part des employés. Aujourd'hui, un entrepreneur, on lui demande d'investir, on lui demande d'avoir de la pression stratégique, on lui demande d'être le meilleur patron au monde parce qu'on est en période de pénurie, il fait tout pour garder ses employés, pour offrir les meilleures conditions. Mais est-ce qu'il y a des gens qui prennent soin de nos entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des gens qui leur demandent vraiment comment ça va alors qu'ils doivent travailler 7 jours semaine parce qu'ils ont plus de staff, puis faire toujours plus, ou qu'on leur demande toujours de développer de nouvelles choses alors qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Et donc, je pense que c'est vraiment collectivement, en tant que société, qu'il faudrait peut-être qu'on s'arrête puis qu'on réfléchisse ensemble à c'est quoi vraiment ce qu'on attend de nos entrepreneurs et comment on est capable de créer un climat qui sera vraiment propice à respecter nos créateurs de richesse et à valoriser le risque qu'ils prennent pour qu'on ait tous la chance d'avoir une job. Et si vraiment on est capable de faire ça, d'avoir une société qui, pour moi, est moins égoïste, à mon avis, on aura un Québec qui sera beaucoup plus prospère et durable, et c'est ce que je souhaite vraiment à faire, ou du moins à créer comme discussion dans les prochains jours, mois et années à travers la province. Mais tu sens qu'au Québec, les entrepreneurs sont mal vus, sont mal perçus. On les voit plutôt comme des gens qui profitent du système et qui veulent s'enrichir aux dépens des autres. On a ça aussi peut-être comme perception. Je veux pas généraliser, mais force est de constater que lorsque quelqu'un réussit, et surtout lorsqu'il y a un penchant financier à la réussite, c'est pas toujours bien vu. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faudrait revoir parce que c'est normal quand quelqu'un vraiment a pris des risques, qui a créé de la job, qui puisse vraiment être récompensé. Il ne faut pas oublier que 98,2% des business au Québec sont des petites business. Oui, c'est du Donc, 1 à 5, 7, à moins de 10 employés. Là. absolument, absolument, Pierre. Puis, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que ces gens-là, souvent, ils se versent un salaire très modeste. Donc, malheureusement, lorsqu'il y a une histoire dans les journaux d'un parachute doré d'une multinationale pour quelqu'un qui a fait des erreurs stratégiques, puis que ça a amené des licenciements, mais qui touche quand même de l'argent, ça vient créer une espèce de fausse perception de ce que sont les patrons, puis globalement les entrepreneurs. Et malheureusement, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui domine quand même au Québec, à entendre le commun des mortels parler des entrepreneurs. Et il faut que ça change si on veut vraiment avoir la chance d'avoir une société, non seulement dans laquelle il y a une cohésion, mais aussi dans laquelle on respecte le succès. Ça sera à suivre. Pierre Graff, merci beaucoup. Sinon, on se voit le 30 mars à Montréal. Il y a une grosse activité. Absolument. Écoute, je te remercie de participer. On va voir qu'il y a une formule très, très originale pour notre 8e forum économique de la relève d'affaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir sous 4 thématiques des grands noms de la scène des affaires québécoises. Les 4 thématiques, c'est le Saint-Laurent comme vecteur de développement économique durable, la hausse de la productivité, les applications du blockchain et du Web 3.0 au quotidien, et enfin, la transformation numérique des modèles d'affaires. Puis, on aura 4 conférences. On aura des podcasts live, parmi lesquels, d'ailleurs, tu vas prendre place pour animer justement un échange. Et on va également avoir des classes des maîtres. Donc, à suivre, on aura des super noms qui vont nous rejoindre, notamment l'astronaute David Saint-Jacques, le très rare David Saint-Jacques qui va être présent pour parler de sa vision de 2030 par rapport à ces thématiques-là. On va avoir Geneviève Evrel.
on va avoir Olivier Laquinte, on va avoir vraiment plein de noms parmi nous qui vont pouvoir partager leur perspective par rapport à leur expérience. Et ce qui est vraiment à retenir, c'est que c'est un événement qui fédère vraiment toutes les jeunes gens, mais aussi tous les jeunes gens d'affaires à travers le Québec. Tous les jeunes de moins de 39 ans sont invités à venir parce qu'ils vont pouvoir partager leur vision sur ces thématiques. Il y a plein de parcours très interactifs pour qu'ils participent à des sondages, ils partagent des idées. Et à l'issue de cette journée-là, on remet un livre blanc de 10 recommandations au gouvernement pour qu'il agisse et que les choses bougent pour l'entrepreneuriat québécois, pour les jeunes professionnels québécois. Donc, soyez nombreux à nous visiter. Le Forum économique d'affaires, ça se passe le 30 mars au Sheraton de Laval à partir de 11h30 jusqu'à 18h30. Oui, puis les gens vont pouvoir le suivre en ligne aussi, là, hein? Ça va être Il possible. y aura un replay, mais ça va être surtout en présentiel. Donc, vraiment, comme on dit en bon français, be there or be square. Pierre Graff, merci beaucoup. Merci, Pierre. Salut.